Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as déjà probablement entendu parler du SP500. C'est l'indice principal américain et beaucoup d'investisseurs ne jurent que par lui. À tort ou à raison, ce n'est pas le sujet ici. 500 entreprises américaines, tous les secteurs, de toutes les tailles, des performances passées exceptionnelles, on est d'accord, mais acheter 500 actions d'un indice, ce serait quand même vachement compliqué. Surtout pour un particulier, ce serait en fait impossible en termes de frais, etc. C'est pour ça qu'on a créé les ETF, Exchange Traded Funds. Ils permettent d'acheter en quelque sorte des lots d'actions. Un émetteur possède ces actions et tu peux acheter une part de toutes ces actions via un seul achat d'ETF. C'est vachement pratique, ça n'en fait pas un produit miracle, c'est pas le débat dans cette vidéo. Si tu sais pas comment ça fonctionne, n'hésite pas à taper ETF Goteco. J'ai fait plein de vidéos qui expliquent le sujet. Parce que là où je veux en venir, c'est que sur le papier, ce fameux SP500, les ETF SP500, c'est présenté, je l'ai dit, comme un produit miracle. Sauf que cette diversification, ce système d'ETF SP500 est un petit peu faussé de nos jours. En 2025, on nous dit que 10 actions à peine représentent 40% du SP500. Est-ce que c'est pas ridicule? 10 actions que tu connais, Nvidia, Apple, Microsoft. Nous avons aussi Amazon, Tesla, Alphabet, Facebook, etc. Les géants de la tech. Qu'est-ce qui reste derrière? 490 entreprises qui comptent presque pour du beurre. La concentration n'a jamais été aussi extrême. Même au sommet de la bulle Internet en 2000, les plus grosses capitalisations ne pesaient pas plus de 25 à 26% de l'indice. Aujourd'hui, on frôle les 40% et ce déséquilibre est historique, il n'est pas anodin. Évidemment, derrière, tu as la croissance spectaculaire de Nvidia, il y a l'essor de l'intelligence artificielle qui est une révolution, on est d'accord, mais c'est peut-être maintenant qu'entre en scène un produit souvent oublié, les ETF équipondérés. L'idée est simple, il y a 500 entreprises dans l'indice, du coup on va compter un 500e par entreprise. Point. Résultat, le poids des géants diminue et le poids des petites entreprises augmente. Ça a l'air de régler un peu tous nos soucis. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus sur les réseaux sociaux? Et je vais t'expliquer ça dans un instant, mais d'abord, disclaimer. Aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ça reste des vidéos YouTube de divertissement. Je ne suis pas un expert en conseil financier, je ne donne aucun conseil. Fais toujours tes propres recherches, c'est essentiel. Investir comporte des risques de perte en capital. C'est pas parce que je parle d'un placement qu'il faut l'acheter ou que c'est une invitation à l'acheter. On est d'accord. Du coup, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas trop des ETF équipondérés? Eh bien, soyons honnêtes, ces ETF ont moins performé par le passé. Ils ont bien moins performé même pendant les 10 dernières années. On parle de 25% de retard sur le SP500 classique. C'est énorme. Et c'est logique puisque le SP500 classique s'est focalisé et est surpondéré sur quelques entreprises seulement qui drivent complètement la bourse mondiale presque. Donc l'histoire de la bourse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est cyclique. Donc c'est là qu'il y a un danger qui apparaît puisque après l'éclatement de la bulle Internet en 2000, ce sont justement les petites entreprises qui ont récupéré et qui ont mené la danse pendant presque d'une décennie derrière. Donc tu avais vraiment ce pic en 2000 avec toutes les entreprises de la tech, la chute et ensuite pendant une décennie, c'était un peu léthargique aux États-Unis, sauf les petites entreprises qui, elles, continuent de fonctionner. Et donc, les avoir en portefeuille, les small caps, c'était une bonne idée. Donc ici, en fait, on aurait un système d'SP500 avec un 500e par entreprise et on suivrait vraiment l'économie américaine en profondeur. Et tu peux le voir sur l'image que je t'affiche à l'écran, entre 2000 et 2010, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Le SP500, on présente ça sur les réseaux sociaux comme le produit incroyable, mais ça fait que depuis quelques années. Entre 2013 et de nos jours, tu vois qu'évidemment, oui, on a une montée fulgurante, on est d'accord. Et donc, quand on prend les performances passées, on dit oui, c'est incroyable, etc., machin. Oui, c'est incroyable quand tu prends un horizon ici sur 20 ans, mais quand tu remontes d'ailleurs sur les courtiers, les plateformes, etc. d'analyse, souvent on te propose de remonter à 1 mois, 1 an, 6 mois, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais jamais à 20 ans, 30 ans, tu vois. Donc ça, le problème, c'est qu'on ne voit pas toujours assez loin. Ici, je trouve que c'est assez clair, tu vois que le SP500, il n'est pas aussi magique qu'il pourrait l'être. Après, la bourse du futur pourrait être bien différente de celle qu'on a connue. Peut-être que le pouvoir va se concentrer sur ces quelques entreprises et que ça va continuer comme ça. Ça, évidemment, moi, j'en sais rien. C'est pour ça que je dis toujours que je ne donne pas de conseils. Celui qui dit qu'il sait l'avenir, c'est un menteur. Mais ici, ça sent quand même fort les années 90. Tu vois, on se dit, ok, une poignée d'entreprises est en train de complètement driver le SP500, fait monter la performance de manière exponentielle.
On pourrait ensuite avoir une correction derrière, ce serait le risque, et une période un peu plus stable où c'est finalement les petites entreprises qui cartonnent ou en tout cas qui drive et qui récupèrent ça. Donc un ETF équipondéré serait moins impacté dans ce système. Si la bourse continue de monter comme ça, ton ETF équipondéré, il monterait moins. Donc c'est un peu compliqué et une approche à deux vitesses. On n'est pas forcément obligé de choisir un camp. On peut très bien prendre un petit peu des deux ou alors avoir principalement l'ETF classique et un petit peu d'équipondéré pour essayer d'équilibrer derrière. Ça évidemment c'est à chacun de faire sa popote interne ou de ne pas prendre l'un ou de ne pas prendre l'autre. J'ai parlé d'ailleurs d'équipondération sur des ETF SP500 mais on peut le faire sur plein d'ETF. On va aller regarder ça ensemble. Et on se retrouve sur mon écran, le site JustETF qui est bien pratique pour ce genre de petite analyse. Je vais te retrouver 3 ETF, il y en a d'autres évidemment équipondérés sur plein de systèmes différents et plein de domaines. Et ici j'ai le Invesco SP500 Equal Weight UCITS. Il est UCITS, c'est plutôt une bonne nouvelle et il est en réplication physique. Ça veut dire qu'il achète réellement les actions de l'indice. Il est en capitalisation, donc il réinvestit les dividendes et il nous promet 0,20% de frais. Ce qui est un peu élevé pour un ETF SP500 puisqu'il y a des ETF très populaires qui sont à 0,07%, 0,10%, donc la moitié de frais, mais par contre qui ne sont pas équipondérés. Cet ETF donc, il a les fameuses 500 entreprises et dans ces positions, on retrouve du Invesco, du Western Digital, etc., etc. Et tu vois que chaque entreprise, en fait ici, il y a aussi Apple, Nvidia et tout ça, ils sont tous dedans, mais elles sont toutes à 0,27, 0,28, 0,26, elles sont toutes sensiblement au même genre de niveau. Derrière, on va voir qu'on est probablement en échantillonnage au niveau de la réplication qui est ici physique complète. Donc ils achètent vraiment les 500 entreprises de l'indice. Ça c'est plutôt positif, je trouve. Il est équipondéré, on est d'accord, et on peut aller jeter un tout petit coup d'œil au niveau du KID, donc le document d'information du fonds que tu peux aussi retrouver sur le site officiel de l'ETF en tapant le code ISIN sur Google. Tu vas retrouver le site officiel et le KID, ce document ici. À jour, si jamais celui-ci n'est pas à jour, il a été établi ici en juillet 2025, donc c'est relativement récent, je pense. Je vais aussi te mettre évidemment ces codes ici en description si tu veux aller faire tes propres analyses. Tu dois faire tes propres analyses. Au niveau de l'échelle de risque, on nous dit un risque 4 sur 7. Donc c'est au même niveau qu'un MSCI World classique, qu'un SP500 classique de manière générale. Donc c'est moyen. Au niveau des rendements, on nous dit qu'ici, sur base des dernières années, des derniers scénarios qui ont été proposés, et bien sûr 5 ans avec 10 000 $ investis, on pourrait espérer garder 3 000 dans un scénario très défavorable pour nous. Dans un scénario excellent, incroyable, on serait sur du 21 000 $, donc on pourrait doubler son investissement sur 5 ans. C'est ce qu'on nous propose, ça reste encore une fois des chiffres, des simulations théoriques. Au niveau des frais, c'est ce qui nous intéresse aussi, on a du 0,20, donc c'est ce que j'avais dit, et petit frais caché de 0,01% de coût de transaction, donc on est à du 0,21 de frais. D'accord, on peut aller checker un autre ETF qui est le iShares SP500 Equal Weight. Il est beaucoup plus gros celui-ci, il a 3000 millions d'encours, ça se voit ici. L'autre, il avait 500 millions d'encours, donc beaucoup plus petit. Et celui-ci a en plus été créé après. Donc on voit qu'il a un succès qui a l'air plus énervé. Et il est aussi en capitalisation, il est aussi physique, donc ça c'est pareil. Par contre, il semble avoir moins de frais. On va aller vérifier ça ensemble dans un instant. Au niveau des positions, en fait c'est la même chose. Tu vois, il nous remet les mêmes entreprises, toujours les mêmes pondérations. C'est ça l'analyse évidemment, elle va vite. Il n'est pas couvert contre le risque de change. Ok, capitalisation. Il est en long, ça l'autre aussi. Ça veut dire qu'il suit le marché. Il a 0,15 de frais. D'accord, on va aller vérifier ça ensemble. Au niveau de la cotation, tu vois ici, tu vois que cet ETF, il suit la montée ici, il la chute en avril et il remonte ici derrière et que sur un an, il nous fait du moins 4%. Ah ouais, parce que en fait, il a pris un peu plus cher, j'ai l'impression, du coup, que l'ETF SP500 classique. Évidemment qu'en période ici où on est très concentré sur quelques entreprises, c'est vachement moins, ça paraît moins intéressant là tout de suite. Mais c'est quand même important, je pense, à comprendre, à savoir que ça existe et à savoir comment ça peut fonctionner. On a donc ici un document daté du 12 août 2025, tu vois, c'est marqué là, donc c'est plutôt OK. Le risque 4, on s'y attendait. Au niveau des estimations, c'est pareil. Et au niveau des frais, 0,20 plus 0,02, on est à 0,22. Donc c'est
un fake, tu vois. Là, sur le site, on me dit qu'il y a 0,15. Les gens, peut-être qu'ils achètent plus parce que c'est du 0,15 ou aussi parce que c'est du iShares de BlackRock. Donc, c'est un gros nom, hein. C'est peut-être ça aussi. Mais c'est pas du tout 0,15. Il y a écrit 0,22 ici de frais annuels, 0,20 de TER de base. Donc, c'est incroyable comme en fait, des fois sur les sites, ils te mettent un chiffre qui n'est pas bon. Enfin bref, je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour cette vidéo. Les ETF équipondérés, ça a peut-être son utilité. C'est important de savoir comment ça fonctionne. Si jamais tu manques un peu d'inspiration pour ton portefeuille en bourse, j'ai créé un e-book avec 10 portefeuilles inspirés d'investisseurs célèbres sur les ETF, les actions, les cryptos, etc. Tout ça est compris, l'or aussi évidemment. Et cet e-book, il est au prix de 0 €. C'est gratuit. C'est l'offre de bienvenue sur mon site. Donc tu peux retrouver ça, premier lien en description. Dis-moi surtout ton avis sur les ETF équipondérés et ce que tu en as pensé de cette vidéo. Je te dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.